Um, Benoît, lui, est de formation, il est un consultant en ressources humaines, il est un coach, life coach, et il fait le bénévolat avec la société depuis aujourd'hui. Et je dois dire, il est le grand frère de notre stagiaire Julie, donc il est comme une partie de notre famille maintenant. J'aimerais donner la parole à Benoît et ils peuvent partager son écran pour montrer son présentation sur des changements. Merci, Benoît. Merci Kate. Bonjour à tous et à toutes, même les gens qui ne s'appellent pas Claudie, Claudiane ou Claude. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Oui, parfait. Je vais juste le mettre en mode pleine présentation. C'est toujours bon. Le son fonctionne. Vous voyez mon écran. Bien, écoutez, on est parti pour un petit échange de 45 à 60 minutes. Comme Kate l'a mentionné, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vous verrai peut-être pas parce qu'évidemment, je vois quelques-uns d'entre vous seulement lorsque je suis en mode plein écran. Mais n'hésitez pas. Et puis, on va m'aviser et puis ça me fera plaisir de vous incorporer dans l'échange et la conversation. Donc, d'abord et avant tout, je vais me présenter. Kate l'a très, très bien fait. Je dois néanmoins me présenter parce que je suis certifié CRHA et ACC. Puis, à chaque fois que je fais une présentation, on me dit de présenter qui je suis parce que ça fait partie un peu des conventions. Donc, oui, je suis un coach, je suis un mentor de coach et je suis quelqu'un qui a évolué beaucoup en ressources humaines. Donc, la perspective aujourd'hui que je vous propose, bien qu'on va parler de philosophie, on va parler de cosmologie, on va parler de philosophie, de psychologie, je ne suis pas sociologue, psychologue, philosophe. Donc, je suis quelqu'un qui est très intéressé par le changement comme coach, comme mentor, comme personne en ressources humaines. Je gère et j'accompagne des gens qui vivent des changements à tous les jours depuis plus de une quinzaine d'années. Donc, c'est de cette perspective-là dont je vais vous parler. Donc, de quelqu'un qui est curieux, mais qui n'est pas nécessairement un expert de tout. Je m'excuse d'avance si vous avez des questions très pointues auxquelles je ne saurais répondre. Éventuellement, je donnerai suite par après, je ferai mes recherches. Donc, merci encore une fois de m'accueillir au sein de la SLA Québec. Au menu aujourd'hui, écoutez, c'est quelque chose de, si je veux être comme le petit bonhomme, puis dire yes à la fin, on aurait couvert différentes perspectives, différentes facettes du changement. Puis on va commencer dans le ciel, on va commencer dans les étoiles, on va regarder d'un point de vue cosmique. C'est quoi le changement pour un astrophysicien, par exemple? Ensuite, on va regarder l'histoire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'origine, moi, je me dirigeais pour être prof d'histoire. Et j'ai fait des études pour être prof d'histoire, mais je n'ai jamais enseigné l'histoire. Donc, à chaque fois que j'ai un public qui est devant moi, je ne peux pas m'empêcher, un, de dire que j'ai étudié en histoire et deux, de parler un peu d'histoire. Donc, vous êtes un peu mes cobayes aujourd'hui et je m'en excuse aussi d'avance. Ensuite, on va regarder évidemment les perspectives philosophiques, psychologiques, puis quelques perspectives modernes qui ont percé au cours des dernières années, parfois même au cours des derniers mois, et évidemment en cours de route ou à la toute fin. À vous de décider, il y aura questions et réponses. Donc, on va commencer, comme toute bonne conférence, avec une définition. Le changement, c'est quoi? Le changement, on connaît tous ça, parce qu'on le vit au quotidien. Un peu comme la communication. J'ai fait une présentation sur la communication qui durait 2 heures, puis tout le monde était certain de connaître à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la communication. Mais au bout de 2 heures, on est ressorti avec beaucoup plus de questions sur les tenants et les aboutissants. Mais c'est un peu la même chose. On va se poser beaucoup de questions au cours des prochaines minutes. Mais regardons d'abord qu'est-ce que dit le fameux dictionnaire Robert là, que plus personne ouvre lorsqu'on va sur Google. Moi, j'ai ouvert mon dictionnaire Robert. Donc, qu'est-ce que ça dit? Le changement, c'est le fait de ne plus être le même. Bon, OK. C'est le fait de quitter une chose pour une autre. Et puis, c'est l'état de ce qui évolue se modifie. Donc, on parle d'une transition. On parle d'un moment où on passe de A à B, où on vit de A à B. Donc, il y a cette notion de transition, cette notion de flou dans le changement. On quitte quelque chose qu'on connaît vers quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins.
À droite, vous avez un truc qu'on voit souvent dans les médias sociaux, là, qui veut du changement, tout le monde veut du changement, puis qui veut changer, ben, en fait, personne ne veut changer. Ça me fait sourire à chaque fois parce que c'est un peu vrai. Hein. Là, je peux vous partager des anecdotes de bureau très rapidement. Je travaillais dans un bureau où le mobilier, les chaises étaient en très, très, très mauvais état et le personnel s'en plaignait beaucoup. Moi, je suis directeur des ressources humaines, puis je recevais ces plaintes-là en disant ben, un jour, on va investir dans du nouveau mobilier. Puis le jour est venu, mais au lieu d'amener les gens dans le changement puis de les inviter avec nous à magasiner leur nouvelle chaise, entre autres, on a voulu leur faire la surprise. C'était vraiment une très bonne mauvaise idée. Parce que le lundi matin, quand ils sont rentrés avec les nouvelles chaises, tout le monde s'est plaint. Tout le monde s'est plaint parce que la vieille chaise était peut-être pas belle, elle était peut-être tachée, mais finalement, elle était faite pour moi. Je m'étais habitué, puis quand je roulais par en arrière ou quand je roulais sur le côté, bref, un beau changement n'était pas nécessairement perçu comme un beau changement parce qu'on n'avait pas amené les gens à réfléchir avec nous et à prendre des choix avec nous. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Donc, on a évidemment, comme bien des concepts dans nos vies, des visions un peu stéréotypées, un peu simplifiées du changement. Alors, grosso modo, c'est quoi nos attentes? C'est quoi nos ententes? Donc, moi, je m'attends à voir un beau spectacle, puis finalement, le spectacle est annulé. J'avais des attentes qui sont déçues, je vais être déçu. Ce changement-là, pour moi, va être perçu comme négatif. Je bâtis un projet avec un ami, puis mon ami, à la dernière minute, il décide de ne plus faire le projet avec moi. L'entente qu'on avait entre lui et moi disparaît, puis soudainement, ben, je suis déçu. Donc, il y a un élément de déception. On conçoit souvent de façon un peu manichéenne, là, blanche et noire, binaire, le changement. Donc, grosso modo, si je gagne à 6,49, je suis merveilleux, je suis heureux parce que les conséquences sont désirées puis positives. Puis au contraire, ben, si les conséquences sont soit inconnues, non désirées ou négatives, ben, je vais être déçu. Donc, c'est un peu la façon à très haut niveau de comment on vit le changement, comment on l'interprète, comment on surfe sur cette incertitude, parfois de dire ben, c'est blanc ou c'est noir. Donc, mais vous l'aurez deviné, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on va explorer un peu la nature du changement selon différentes perspectives. Mais avant d'aller un peu plus loin, je veux juste qu'on parle un peu de comment on vit ça, le changement. Qu'est-ce qu'on sait des humains, là, quand on vit un changement important? Ben, vous avez la courbe à droite, c'est une courbe de comment on gère le changement. Puis on peut regarder différents changements. Hein. On a un qui nous pend au bout du nez qui s'appelle la COVID. Donc, il y a des gens qui vont réagir aux nouvelles de façon beaucoup plus importante que d'autres. Donc, l'amplitude de cette courbe-là qui va de l'état de choc à la colère en passant par une petite déprime, puis finalement une acceptation, il y en a pour qui cette longueur, cette capacité, cet élastique d'adaptabilité est plus réceptif. Donc, les gens vont passer à travers des périodes de changement ou de flou beaucoup plus rapidement que d'autres. D'autres, au contraire, l'amplitude est très grande et puis ça peut durer plus longtemps. Ce qui fait qu'il faut faire attention, même devant un même problème, un même changement, un même défi, ben, ce n'est pas tout le monde qui va réagir, un, de la même façon, puis deux, avec la même intensité, puis trois, au même rythme. Néanmoins, on va vivre cette courbe-là. Ça s'apparente un peu à la courbe d'un deuil. Là. Donc, c'est une façon dont on a, nous, les humains, d'absorber le changement, de le processer et puis de vivre avec par la suite. Il y a un concept qui s'appelle l'homéostasie. J'en parle parce que c'est un concept qui nous vient de l'écologie. Hein? En gros, ce que ça dit, l'homéostasie, c'est que l'écosystème va chercher à résister au changement pour conserver son état d'équilibre. Donc, l'homéostasie, là, c'est écologique, mais c'est aussi un comportement de tout ce qui est vivant. On va chercher à tous les jours à conserver un équilibre. On va chercher à tous les jours à reconnaître nos repères. Un peu comme les chats vont refaire, là, vont marquer leur territoire
à tous les jours, inlassablement, même s'il reste dans un 4,5 puis que c'est toujours le même territoire, il cherche à garder son équilibre, il cherche à refaire ses points de repère. Bien, on est comme ça, nous aussi. Donc, on vit des changements comme le graphique de droite, mais il y a un état en dedans de nous qui cherche aussi à garder l'équilibre. Et c'est cette tension entre la vie, les changements qu'on vit, et cette propension qu'on a à l'intérieur de garder l'équilibre. C'est cette tension-là, des fois, qu'on perçoit chez les individus puis qu'on perçoit en nous. Le son est toujours bon, les images sont toujours bonnes. Prends une petite gorgée. Écoutez, première perspective, on va commencer dans les étoiles. Bon, ça, c'est au mieux de la science, évidemment. Puis si dans 5 ans, avec de nouvelles découvertes, les scientifiques nous annoncent qu'il n'y a jamais eu de Big Bang, on reverra nos théories. Là. Mais au mieux de la science aujourd'hui, sur Wikipédia, le Big Bang a eu lieu il y a environ un petit peu plus de 13 milliards d'années. Donc, à l'origine, il y avait un amas gazeux qui a explosé. Et de milliards, de dizaines de milliards, de centaines de milliards de collisions, de changements, est apparu ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la Terre, le système solaire, etc., etc. Donc, notre univers, son ADN premier, c'est un univers de collisions, de changements énormes, massifs et perpétuels. Donc, déjà en partant, l'histoire du changement, ça commence bien avant que nous, on arrive, les humains sur Terre. C'est tellement vrai que lorsqu'on regarde la composition de tout ce qu'on voit autour de nous, si vous touchez votre plancher qui est en bois, si vous regardez votre main vous regardez le sang qui circule dans votre main, tout ça contient des matériaux, des métaux, de la matière qui a été essentiellement produite par cette explosion originelle et la succession d'interactions cosmiques. Donc, ce qui fait dire à plusieurs qu'on est finalement des poussières d'étoiles. On est le résultat de ces milliards de changements. On va voir que rapidement, on va exposer deux réalités de l'univers dans lequel on vit. D'abord, le cosmos, puis ensuite le chaos, ou le chaos, si on veut que ça rime. Donc, deux concepts qui ont été d'abord étudiés chez nos amis les Grecs. On va y revenir dans quelques instants. Lorsqu'on regarde les grands bouleversements cosmiques de la perspective du changement, on réalise que souvent, on parle de destruction créatrice. C'est un terme qui est amené aujourd'hui dans différentes sphères, entre autres en économie, où face à la montée de l'intelligence artificielle, on a peur de détruire des pans de l'économie. On a peur de détruire des métiers, par exemple. Les économistes vont nous dire oui, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, à chaque fois qu'il y a des bouleversements, ça détruit des choses, mais ça en crée aussi. Donc, dès le départ, on peut avoir cette conception de destruction créatrice. Ce qui fait que ça devient compliqué de dire qu'un changement est bon ou pas bon, bien ou mal, positif ou négatif. On va y revenir dans quelques instants. C'est là que je vais sortir mon chapeau de pseudo-prof d'histoire, juste pour le plaisir, je vais passer assez rapidement. Grosso modo, 4 milliards d'années, la Terre est créée, c'est une grosse roche qui fait très chaud, ça ne va pas bien. 3 milliards d'années, donc 500 millions d'années plus tard, il y a des premières molécules de vie qui apparaissent. 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent, donc un cataclysme. Au mieux de notre connaissance, il y a un astéroïde qui a atterri dans le coin du Mexique et c'était un tout inclus, mais un tout inclus de disparition de dinosaures. Donc, les dinosaures sont disparus. Les petits rongeurs, les petits mammifères qui ont survécu sont devenus essentiellement nous, les humains. Donc, on est à la suite de bouleversements nombreux. Vers 200-300 000 ans, l'Homo sapiens apparaît. Donc, ça, c'est nous. Il y a 10 000 ans, on invente l'agriculture. Puis, il y a 5 500 ans, on invente l'écriture. Puis, à quelque part, au tournant des années 70-80, Britney Spears naît. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais disons qu'on pourrait continuer beaucoup, très, très longtemps dans la filée. Je voulais vous exposer cette très rapide description des grands jalons de notre histoire comme espèce un peu pour exposer que ce qu'on vit à l'échelle cosmique, on le vit à l'échelle terrestre aussi. S'il n'y a pas de cataclysme, il y a 65 millions d'années qui détruit les dinosaures. Aujourd'hui, on n'est pas sur Zoom, c'est probablement des T-Rex qui se parlent sur Zoom. Donc, je ne sais pas, ça pourrait avoir de quoi des T-Rex qui se parlent sur Zoom, mais ça serait
peut-être moins intéressant que ce que nous, on fait en ce moment. Donc, blague à part, beaucoup de bouleversements. Ça fait partie aussi de l'ADN de notre espèce, mais aussi de notre environnement. Donc, on commence à rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet avec les premiers philosophes, évidemment des Grecs. Vous voyez ici une photo d'Aristote, c'est un selfie. Ça devait prendre du temps à l'époque faire des selfies en sculptant. Donc, les Grecs nous amènent dans une pensée qui est plus logique, on dirait aujourd'hui peut-être plus cartésienne. Donc, ils vont, eux, comprendre qu'il y a des dualités, qu'il y a d'un côté le cosmos, qui est l'ordre, le fait que la Lune a des cycles, le fait qu'il y a un jour puis un soir. Ils vont comprendre qu'il y a des rotations de planètes puis d'astres, puis ils vont essayer de voir de la beauté là-dedans. Jusqu'à ce jour, le mot cosmos est utilisé, par exemple, en cosmétique. Donc, le mot cosmétique veut dire essentiellement des éléments de beauté. Donc, c'est encore aujourd'hui, dans le langage populaire, sans qu'on s'en rende compte, on utilise un peu les notions développées par les Grecs. Et cette dualité de la beauté ou de l'ordre, ben, elle va avec le chaos. Donc, le chaos qui représente le désordre. Et peu importe on fait quoi, peu importe quelle discipline on étudie, jusqu'à aujourd'hui en physique quantique, donc les études les plus avancées vont nous dire essentiellement qu'à l'état libre, la nature a tendance à devenir plus chaotique et que ponctuellement, de ce chaos va naître une structure d'ordre. Puis cet ordre va être défait par un chaos, puis il va renaître. Donc, c'est un peu un phénix qui renaît de ses cendres, ou, si vous voulez, la pièce pile et face de la même pièce de monnaie. Plusieurs visions du monde vont donc apparaître aussitôt qu'on commence à réfléchir, quelques centaines de siècles avant Jésus-Christ, à la logique du monde dans lequel on vit, puis à la condition humaine. On va arriver avec certaines idées, certains concepts qui vont tourner autour du déterminisme. Donc, les Grecs vont d'abord dire, bien, si on comprend les causes d'un effet, hein, si je frappe un arbre avec une hache, bien, l'arbre éventuellement va tomber. Donc, je frappe l'arbre, il y a une conséquence, l'arbre tombe. Donc, si je vois des arbres qui sont tombés, je peux en déduire rétrospectivement qu'il y a des gens qui sont passés là avant avec des haches. Donc, si je peux apprendre l'ensemble des causes de l'ensemble de ce qui se passe sur Terre, bien, je pourrais anticiper l'ensemble des effets, donc l'ensemble des changements. Donc, les choses étant un peu déterminées dans ce sens-là. D'autres, au contraire, vont dire, ben non, oubliez ça, les amis, c'est les humains avec les croyances à ce moment-là des dieux qui décident de tout. Donc, on a un grand contrôle sur notre vie. Non seulement le monde n'est pas déterminé, mais le monde, c'est un peu l'ensemble de nos actions et de nos décisions aidées par exemple, les dieux. Donc, ça amène son lot de croyances, ça amène son lot de comportements, puis ça amène une perspective bien différente par rapport au changement. Si je vis dans un univers où je crois que tout est déterminé, bien, je vais essayer d'appeler Jojo Savard, je vais essayer d'aller voir une cartomancienne, je vais essayer de regarder l'astrologie parce que tout étant déterminé, je vais essayer d'anticiper à l'aide d'experts ou de pseudo-experts ce qui s'en vient. Si au contraire, tout n'est pas déterminé et où j'ai un rôle à jouer avec l'aide des dieux, bien, je vais à ce moment-là faire des sacrifices, des offrandes ou différents cérémoniales. Donc, une partie de ce qu'on vit aujourd'hui sur la façon d'absorber et de vivre, d'absorber le changement et de vivre nos croyances est impactée et compris dès le départ, dans sa genèse, dès l'Antiquité. On parle des Grecs, mais l'Asie n'est pas en reste. À peu près dans les mêmes années, puis même à bien des égards, bien avant la culture gréco-romaine, les Chinois, les Japonais réfléchissent aux mêmes questions. Ils en viennent avec ce signe-là, excusez mon mandarin, là, oui et ji, donc qui veut dire danger, opportunité. Ça devient, il y a beaucoup de gens qui se sont fait tatouer ça ou ont fait quelque chose du genre. Là, je ne sais pas s'ils croient que des fois, ils peuvent se faire tatouer pizza aux tomates, puis ils pensent que c'est danger et opportunité aussi. Là. Des fois, c'est ça le danger qu'on se fait tatouer une langue qu'on ne connaît pas. Mais disons que ceux qui ont le bon tatou, là, puis ceux qui cultivent cette compréhension du monde, ben, c'est un peu la dualité cosmos et chaos. Donc, il y a des changements, il y a des dangers, mais en même temps, lorsqu'une porte s'ouvre dans le changement, il y a une opportunité qui s'ouvre. Donc, eux aussi
capter cette notion de dualité, cette notion qu'il y a un paradoxe, puis ce paradoxe-là, il est présent dans la nature, il est présent dans la condition humaine. Il y a un conte, on ne sait pas trop de qui ça vient, mais c'est de tradition orale, probablement des milliers d'années, encore une fois avant Jésus-Christ. Je vais vous le raconter très, très, très sommairement et très rapidement parce qu'il peut être long. Donc, c'est le conte du vieil homme et des chevaux. Peut-être certains d'entre vous le connaissez, peut-être que non. Comme je vous dis, je vais vous faire la version un peu écourtée. Donc, imaginez dans des temps anciens un vieil homme qui cultive des chevaux avec son jeune fils. Et un jour, un matin, en fait, il se lève, puis la porte de l'enclos est ouverte et les chevaux, sa seule source de subsistance, se sont enfuis. Donc, les villageois, pas loin, entendent parler de la rumeur, vont voir le vieil homme, disent « Ah, pauvre toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quel malheur, mais quel malheur, on te plaint, bonne chance. » Le vieil homme, un peu sage, lui dit aux villageois, « Ben, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle. » Quelques jours passent, puis un matin, à sa grande surprise, non seulement ses chevaux sont revenus, mais ils ont ramené des amis sauvages dans l'enclos. Donc, ils se retrouvent avec le double ou le triple des chevaux qu'ils avaient perdus quelques jours auparavant. Alors, les villageois, un peu commères, évidemment, vont voir le vieil homme pour s'enquérir de l'histoire, puis constatent effectivement que le vieil homme, soudainement, a un revers une occasion de fortune incroyable, puis lui disent hey, « C'est incroyable, t'es chanceux, mon Dieu. Aujourd'hui, on dirait t'es chanceux, achète-toi un 649. Donc, t'es chanceux, écoute, on est heureux pour toi, quelle belle nouvelle. » Encore une fois, le vieil homme, dans sa sagesse, lui dit « Peut-être. » Quelques jours passent, le garçon du vieil homme tente de dresser, d'apprivoiser un des chevaux sauvages et en tombant, se brise une jambe très gravement. Il est alité pendant des mois, c'est certain. Encore une fois, les gens du village vont voir le vieil homme. « Pauvre de toi, tu viens de perdre ton fils, c'était ton bras droit, c'est l'hécatombe. » Le vieil homme dit « Peut-être. » Finalement, l'armée vient dans le village, c'est la conscription pour aller à la guerre. Tous les jeunes hommes en santé vont partir du village à la guerre, sauf évidemment le fils blessé, alité du vieil homme, et les villageois vont voir, dire « Mon Dieu, que tu es chanceux. » Bref, l'histoire peut se continuer comme ça assez longtemps. Puis vous comprendrez que ce que ça révèle, c'est que le vieil homme, dans sa sagesse, un peu la sagesse orientale qui nous dit tout est une question de temps et tout est une question de perspective. Donc, ce qui peut paraître un beau changement, un changement positif aujourd'hui, on s'en reparlera dans 3 jours et vice-versa. Donc, il y a ce flou. Déjà, dans les premières approches philosophiques, on comprend qu'il y a des paradoxes avec lesquels on va devoir vivre. On comprend que les situations, c'est souvent une question de perspective. Donc, on avance un peu dans cette idéologie que finalement, le monde est complexe. On fait un pas de géant. On arrive au 17e siècle, donc dans les années 1600, avec Spinoza qui est à droite. Spinoza qui, je me confesse, là, à vous, aujourd'hui, c'est mon philosophe préféré. Et je l'ai découvert très récemment. Puis il y a une raison pour laquelle c'est mon philosophe préféré, c'est qu'il est un peu champ gauche. Hein. Lui, il vit à une période où, essentiellement, le catholicisme est très présent et très fervent en Europe. Lui-même est juif. Ça a peu d'impact parce qu'il n'est pas très croyant. Alors, il reprend un peu là où les Grecs ont continué. Il dit, ben, c'est le fun, la religion, là, mais essayons de creuser un peu autour de la logique. Puis, dans l'univers de Spinoza, il déconstruit les concepts et il nous amène des propositions. Pour lui, Dieu existe, mais Dieu, c'est la nature. Donc, ce n'est pas un homme barbu qui nous attend, c'est davantage l'univers qui nous entoure, qui est la présence. Et donc, ça impacte tout. Donc, on vit en harmonie avec la nature, on vit en harmonie avec Dieu. On vit en harmonie avec nous et nos voisins, on vit en harmonie avec Dieu. Évidemment, il va être cloué au pilori, il va être menacé d'à peu près tout, ne va jamais se rétracter. Et puis, pour Spinoza, c'est là que c'est intéressant, on revient au concept de déterminisme, on est comme des roches. Alors, j'explique, Spinoza, il dit, imaginez 2 secondes que vous êtes une roche, vous êtes une pierre. Puis imaginez que quelqu'un prend la pierre, puis lance la pierre. Qu'est-ce qui va arriver? La pierre va poursuivre quelques mètres, puis éventuellement, la gravité va la faire tomber.
Il dit, si vous vous mettez à la place de la pierre, bien, peut-être que la pierre a conscience de bouger, peut-être que la pierre a conscience d'avancer, puis peut-être que la pierre va dire, ben, c'est moi, un moment donné, qui a décidé de tomber. Donc, il dit, les humains, on est comme la pierre. Il y a beaucoup de choses qui évoluent autour de nous qui font en sorte qu'on évolue dans un élément qui est déterminé. On a la conscience de vivre ce qu'on vit, mais on n'a pas une prise énorme sur ce qu'on vit. Donc, on est dans un univers qui est assez déterminé, où finalement, la responsabilité individuelle est présente, mais somme toute limitée. Au contraire, au 20e siècle, on va voir notre ami Jean-Paul Sartre là, qui fume sa pipe à gauche, qui va, avec d'autres évidemment, surtout des Européens, développer ce qu'on va appeler le mouvement existentialisme. Donc, l'existentialisme, en gros, c'est que la vie n'a pas de sens en tant que telle. Rien n'est déterminé. L'humain a une grande part de contrôle dans sa vie. Puis, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de générer des actions et de créer un sens à notre vie. Donc, on a deux visions ici qui s'affrontent. Encore une fois, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire des gens qui pensent que par rapport au changement qu'on vit, on a beaucoup de latitude, puis d'autres qui pensent qu'on en a relativement peu. Le fil conducteur, néanmoins, c'est que chez tous les philosophes, il y a la notion de sens, il y a la notion de narratif. Comment on exprime à l'intérieur de notre histoire ce qu'on vit, ou parfois ce qu'on subit. Deux perspectives, donc j'ouvre la porte sur la quête de sens puis le principe de résilience. Vous les connaissez peut-être. Viktor Frankl est un psychiatre. Il a écrit ce superbe livre très facile d'approche qui est le Man's Search for Meaning dans les années 60, si je ne me trompe pas. Donc lui, Frankl, rapidement, c'est un survivant des camps de concentration nazis. C'est un psychiatre au moment où il serait interné, dans les années 40, dans un camp de concentration. Et étant déjà psychiatre, son rapport à l'aventure comme prisonnier, c'est un rapport beaucoup d'observateurs. Puis il observait que même si il y avait chez certains individus des caractéristiques similaires, par exemple, il était dans un camp d'hommes, à peu près dans le même créneau d'âge, mais il voyait qu'il y avait des gens qui se laissaient dépérir, puis d'autres non. Puis il ne comprenait pas pourquoi. Il dit, comme médecin, ces gens-là ne sont pas plus ou moins en santé, plus ou moins forts. Puis comme psychiatre, par contre, il y a un élément là, que je maîtrise mal. Quand il est sorti finalement des camps de concentration, il a repris sa pratique de psychiatre, mais ça l'habitait, ça, ce questionnement-là de pourquoi dans des circonstances extraordinaires, certains vont mieux s'en sortir que d'autres. Puis on est venu à la conclusion que certains ont plus de capacité que d'autres de générer du sens, de générer une explication à ce qu'ils vivent que d'autres. Donc, d'où le titre de son livre. C'est un livre, encore une fois, qui est très touchant et très accessible. Ce n'est pas un livre très scientifique ou très opaque. Un peu la même chose pour notre ami Boris Cyrulnik, qui est un Français, aussi psychiatre. Et lui, il n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale de l'intérieur. Je pense qu'il était enfant. Mais il a traité des gens qui avaient vécu les horreurs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu comme Frankl, il essayait de comprendre qu'est-ce qui fait, entre autres chez les enfants orphelins de la guerre, pourquoi il y a des enfants qui réussissaient à s'en sortir merveilleusement bien et d'autres non. Bien, le principe de résilience, il ne l'a peut-être pas inventé, mais il l'a mis au goût du jour, notre ami Cyrulnik, grosso modo aussi, un peu comme Frankl, il dit, bien, il y a des gens qui ont ce ressort-là à l'intérieur d'eux pour générer du sens à travers ce qu'ils vivent, puis ce mécanisme-là, on l'appelle résilience. C'est un terme qui était beaucoup plus utilisé dans le milieu anglo-saxon. Il l'a un peu plus popularisé dans les années 90-2000 dans le monde francophone. Donc, la résilience. Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, c'est un excellent livre, un peu moins storytelling, là, si on veut, un peu plus ardu à lire, néanmoins très, très, très intéressant. Perspective maintenant psychologique. On quitte le monde du cosmos, on quitte le monde des Grecs et des Orientaux et des psychiatres, puis on arrive dans le monde un peu plus moderne, contemporain des psychologues.
vous avez des collègues qui sont des intervenantes en psychosociaux, donc ils vont probablement être très familiers avec nos amis de droite qui ont développé, Beck et Ellis, qui ont développé la thérapie cognitive comportementale, qui est probablement la thérapie la plus utilisée aujourd'hui. Et vous avez à gauche notre ami Keegan, qui a beaucoup travaillé. Lui, il est ni psychologue, ni psychiatre, c'est un prof de management à Harvard. Mais il a constaté, lui, que les humains, en général, ont de la difficulté à vivre des changements. Évidemment, sa lorgnette à lui, c'est des changements dans des organisations, mais ça s'applique néanmoins aux changements en général. Je m'explique. Euh, il intervenait, lui, dans des changements organisationnels, une vente d'entreprise, une fusion-acquisition, peu importe, changement de culture de l'organisation. Puis il voyait bien qu'il y avait des gens qui n'étaient pas capables de suivre le changement. En fait, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables de suivre le changement, autant qu'ils ne voulaient pas suivre le changement. Puis il a réalisé, en décortiquant un peu les cas, que les gens vivaient toujours un peu avec les croyances d'hier. Donc, moi, dans un environnement où j'ai réussi, par exemple, au travail, c'est un peu plus facile à schématiser. Si ça fait 5 ans que je travaille à un endroit, puis que j'ai un relatif succès dans cet endroit-là, puis quelqu'un arrive avec une nouvelle recette, hein, quelqu'un arrive avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle culture, des nouveaux processus, des nouveaux produits, mon premier réflexe comme être humain va être un peu de dire, ben, pourquoi je changerais si ce que je fais a fonctionné jusqu'à maintenant? Et bien inconsciemment, on fait ça. Bien inconsciemment, devant un changement, on va un peu se réfugier derrière nos patterns ou derrière nos croyances antérieures, que celles-ci soient positives ou négatives, parce qu'elles sont rassurantes puisqu'on les connaît. Donc, Keegan a amené dans son approche une façon pour les consultants de déconstruire le changement, de l'expliquer, puis d'exposer les gens à leurs croyances. Puis souvent, quand on expose une croyance à un individu, premièrement, c'est une découverte. On a des milliers de croyances en nous, mais on pense qu'on est assez objectif. C'est assez faux. Donc, quand on expose une croyance, déjà, il y a une découverte. Puis ensuite, quand on explique l'impact de cette croyance-là dans nos comportements, dans notre attitude, bien, comme on a nommé la chose, on est capable de la travailler. C'est beaucoup, beaucoup le principe de base du coaching aussi. Nos amis à droite, Ellis et Beck, c'est deux psychologues. Ils sont décédés il n'y a pas si longtemps, donc ils ont marqué vraiment le monde contemporain. Ils étaient présents jusqu'à tout récemment. Ils ont vraiment développé ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies brèves, centrées vers le client, mais centrées aussi autour des croyances. Donc, ce que Keegan a fait dans les organisations, eux là, ont essayé de le faire individuellement auprès des personnes qui vivaient des difficultés. Donc, ils vont voir une limitation, une difficulté dans la vie d'un individu. Et il y a une certaine technique là, derrière la thérapie cognitive comportementale ou TCC pour les intimes. Donc, la TCC est assez mécanique, d'explorer les limitations, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine lourdeur dans ma vie, explorer les croyances qui sont sous-jacentes, puis travailler à exposer les gens à peut-être d'autres croyances ou aux conséquences de leurs croyances, un peu comme Keegan le fait pour les organisations. Donc, c'est des thérapies extrêmement brèves. Bref, parce que, comme je le disais tantôt, une fois qu'on est exposé à une croyance, puis qu'on est un peu challengé sur cette croyance-là, soudainement, il y a une porte qui vient de s'ouvrir dans notre cerveau. Peut-être que je suis capable de la changer, cette croyance-là, puis de faire un pas de plus. Donc, c'est intéressant de voir, encore une fois, qu'on touche au narratif, au sens, à la croyance. Donc, il y a une mécanique à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, qui est un raconteur d'histoire, qui essaie d'interpréter ce qu'on vit, ce qu'on voit à travers nos sens, à travers un élément d'imaginaire, à travers un élément de conteur d'histoire. Trois autres observateurs, écrivains, peut-être le plus aride, qui est Edgar Morin. Edgar Morin, c'est un très grand penseur contemporain qui a un peu voulu aider les scientifiques et il a développé avec d'autres la pensée complexe. Livre très, 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 très aride, c'est pas super agréable. On ne s'amuse pas à lire Edgar Morin, mais on apprend beaucoup, beaucoup. Edgar Morin nous remet au goût du jour le fait que si vous voulez explorer des problèmes complexes puis trouver des solutions simples, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut accepter les paradoxes, il faut accepter que
un peu comme le vieil homme et ses chevaux, que des fois, le même changement peut être positif ou négatif. Ça fait partie de l'environnement, de la pensée scientifique. Puis je dirais, par extension, ça fait partie de notre environnement comme être humain. Un livre que j'ai adoré, puis au contraire de Morin, est beaucoup plus accessible. Vous en avez des versions audio gratuites sur YouTube. C'est Yuval Noah Harari qui a écrit son livre Sapiens, qui est un best-seller. Ça fait 4-5 ans qu'il l'a sorti. Ça fait 4-5 ans qu'il fait des conférences à travers le monde. Donc, vous avez beaucoup d'extraits de ses conférences sur YouTube. Livre hyper accessible, abordable. Harari, c'est un historien. Donc, c'est un historien, puis il s'est posé à un moment donné la question, pourquoi les humains, de toutes les espèces sur Terre, pourquoi on est en haut de la pyramide? Pourquoi on est dans une position aussi dominante? Et il en vient à la conclusion qu'on est dans cette position-là parce qu'on est capable d'additionner le pouvoir de compréhension du monde abstrait de tous nos cerveaux. Il donne un exemple. Il dit, si vous regardez les chimpanzés, par exemple, les chimpanzés qui sont très évolués, ils sont à peu près à 97 de notre ADN, un clan de chimpanzés va fonctionner jusqu'à un certain nombre d'individus, donc à peu près 25, 30, 40 individus. Au-delà de ce chiffre-là, le clan va devenir complètement dysfonctionnel. Pourquoi? Parce que pour maintenir la cohésion du clan, on doit reconnaître l'odeur, on doit reconnaître la physionomie des membres du clan. Or, il donne son exemple, il dit, moi, je voyage beaucoup pour mes conférences avant la pandémie, et lorsque je rencontre un douanier, personne, je ne connais pas ce douanier-là, je n'ai aucune idée de son odeur, je n'ai aucune idée de sa physionomie, mais j'ai compris le concept que quand je change de pays, il y a quelqu'un qui est à la frontière. Je comprends le principe, donc je suis capable d'interagir avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc, la capacité qu'on a chez les humains de concevoir des notions abstraites, de les partager à très grande échelle, ben, nous permet d'additionner nos cerveaux pour des fois le meilleur, des fois le pire. Donc, il dit, grosso modo, on est quoi les humains? On est des machines à essayer de comprendre et on est des machines à se raconter des histoires aussi. Donc, il y a une raison pour lui, par exemple, pourquoi à peu près toutes les peuplades de tous les temps sur la planète Terre ont une notion quelconque de Dieu pour essayer de comprendre l'environnement complexe dans lequel ils vivent. Donc, très intéressant parce qu'il nous ramène à cette notion fondamentale de conteur d'histoire. Finalement, la théorie U d'Otto Scharmer, c'est aussi dans l'univers de Harvard, c'est beaucoup orienté vers les changements d'organisation. Néanmoins, ce que Scharmer nous dit, c'est une technique. Finalement, il dit, oubliez le changement, même dans une business, si les individus ne passent pas d'abord vers eux, ne se plongent pas à l'intérieur d'eux-mêmes pour comprendre leur motivation, leurs craintes, leurs croyances. Puis ensuite, seulement une fois que les individus ont compris leur fondement, seulement là, on peut interagir puis changer les choses. Donc, c'est une technique qui est d'abord apparue chez les consultants en management, mais qui percole lentement mais sûrement dans les cercles de mentors puis de coachs. J'ai eu une petite initiation l'année passée. C'est intéressant, c'est encore très business, mais cette notion de creuser à l'intérieur de soi pour nous comprendre, puis ensuite comprendre notre environnement, est intéressante dans un contexte de management parce qu'il y a quelques années, essentiellement, ce qu'on voyait dans la gestion du changement des organisations, c'était que les humains étaient juste réticents à tous les changements, il fallait leur imposer, puis ça allait passer. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin, tout comme on a fait beaucoup, beaucoup de chemin dans les différentes facettes de la psychologie. Au début du 20e siècle, l'expert, c'était le psychanalyste. Vous étiez un peu le témoin de ce que vous viviez, mais l'expert dans la relation était votre thérapeute. Maintenant, l'expert, c'est vous, le thérapeute vous expose des choses, vous questionne. Donc, on a évolué pour nous mettre, nous les humains, au centre de ce qu'on vit, au centre des changements qui s'opèrent autour de nous. Quelques observations ou quelques éléments pour conclure. Ce que j'observe, puis ce qu'on observe lorsqu'on accompagne des gens, c'est que globalement, on semble être davantage motivé par l'évitement de la douleur que par la recherche du bonheur. Donc, c'est un constat un peu drôle. Mais quand on y pense, effectivement, ça explique beaucoup de comportements parfois
d'hésitation ou à la limite de fuite par rapport à des changements importants. Donc, on va se réfugier vers ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable, parce que c'est encore plus inconfortable pour nous le potentiel de risque d'une situation qui est méconnue. Le changement, il est nécessairement interprété de façon extrêmement différente selon les époques, selon les individus. Alors, il faut essayer de ne pas trop tomber dans le jeu des comparaisons. Les croyances qui vous habitent ont été influencées par l'ensemble des gens avec qui vous avez été en contact dans l'ensemble de votre vie, qui n'est pas le même ensemble que moi, qui n'est pas le même ensemble que le voisin. Donc, au jeu des comparaisons, lorsqu'on essaie de voir comment les gens réagissent à certains changements ou à certains défis, il ne faut pas comparer. Oubliez ça, ne serait-ce qu'au tout début, lorsque je présentais l'acétate, l'homéostasie avec le cycle d'acceptation des changements, on disait dès le départ, devant le même événement, il y a des gens qui vont absorber le changement, l'intégrer très rapidement, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut éviter de se comparer. Globalement, c'est très difficile pour nous, les humains, d'accepter ce qu'on ne comprend pas. Donc, on a au cours de notre histoire, puis j'ai remonté à l'Antiquité grecque, puis à l'Antiquité du Moyen-Orient, mais je pense que si on avait eu des écrits des hommes des cavernes, on aurait eu cette volonté d'essayer de comprendre l'univers. Puis, faute de comprendre, on va projeter un narratif, une histoire, des croyances qui nous habitent ou qui habitent dans notre environnement socio-culturel. Puis notre recherche de savoir est modulée par notre capacité unique dans le règne animal d'imaginaire et de pensée abstraite. C'est unique, au mieux de notre connaissance. De notre aptitude et notre besoin de générer du sens pour cadrer l'ensemble des événements de notre vie. Par notre grande habilité d'adaptation, puis notre propension à la spiritualité. La spiritualité, évidemment, c'est en filigrane de tout ce dont j'ai parlé. Je parlais de croyances, mais on a cet appel à comprendre l'infini. On a cet appel à comprendre l'impossible. Et on cherche à combler les vides, et parfois on réussit. Et lorsqu'on le fait, on est plus facile d'accepter. Donc, dans la quête du changement, il n'y a pas de réponse définitive. On est outillé pour trouver quelques réponses et parfois, avec un peu de perspective, un peu d'accompagnement, un peu de temps, on peut mieux comprendre et donc mieux accepter ce qu'on vit. Finalement, je vous laisse sur une citation que j'aime beaucoup, Jacques Salomé, c'est un psychosociologue français que j'adore. Il écrit beaucoup, beaucoup de livres. La porte du changement, évidemment, ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. C'est une croyance que je partage avec Jacques Salomé. Alors, ça termine un peu la présentation que j'avais pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, je vais être très heureux de participer à l'échange avec vous et je vais désactiver mon partage d'écran. Merci beaucoup, Benoît. C'était vraiment intéressant, votre présentation. J'ai vraiment aimé votre sens d'humour aussi. Et c'est bien de voir les changements d'une perspective historique, philosophique, etc., etc. Donc, je vais laisser la place maintenant pour questions ou commentaires. Comme j'ai dit au début, tu peux utiliser la boîte clavardée pour vos questions ou lève la main et avec la boîte de réaction pour un commentaire. Madame Claude Jaja, est-ce que vous avez une question, un commentaire? Votre main est encore levée. Peut-être pas. Oui. Ça y est, j'ai oublié d'enlever ma main. Je ne sais pas comment l'enlever. J'essayais de l'enlever, mais je voudrais remercier M. Desgroseilliers parce que c'est vraiment intéressant. C'est très profond aussi. Donc, ça nous amène à des réflexions très profondes. Merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que des autres personnes? Oui, Madame Pallardi. Laisse-moi peut-être mettre mes lunettes.
Donc, vraiment une conférence très intéressante qui nous apporte des pistes de réflexion précieuses. Je suis tout à fait en accord, Madame Palardi. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a des autres commentaires ou des questions pour Benoît? Il ne faut pas le blâmer. Hein. Quand on parle d'Aristote dans une conférence, c'est rare que les questions fusent à la fin. Là. Donc, si vous C'est avez vrai, des c'est vrai. observations, des commentaires, là, on est moins dans la technicalité d'un sujet que dans l'esprit d'un sujet. Donc, C'est vrai. Laurence, vous avez une question? Oui, en fait, je voulais juste, je ne sais pas si vous me voyez, je voulais juste dire que ce qui m'a vraiment interpellée, c'est à la fin quand vous avez dit que le changement, il y en a beaucoup qui essaient d'éviter la douleur plutôt que d'aller vers le bonheur. Ça, je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est comme, je trouve que ça décrit un comportement complet de la vie, qu'on essaye plutôt d'éviter de faire du mal au lieu de se concentrer sur, quitte à avoir un peu mal, mais au final, comme vous dites, arriver à quelque chose, ça m'a vraiment parlé. Fait que merci, je l'ai même noté. J'étais comme, OK, je vais me le rappeler. Merci pour ça et pour la conférence. Merci. Ben, effectivement, c'est une observation lorsqu'on a le plaisir d'accompagner des gens. J'accompagne beaucoup de personnes en transition de carrière ou en transition de vie. Puis, des fois, les gens ont tout, absolument tout, d'un point de vue objectif. Puis, il y a cette espèce d'élément-là qui les retient. Et il faut creuser un peu parfois pour aller chercher cette motivation-là. Tu sais. Mais effectivement, c'est un constat qu'on fait, qu'on est plus à l'aise dans ce qu'on connaît, même si des fois c'est inconfortable, que le risque d'avoir de la douleur en face de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça fait partie un peu de l'équation complexe de l'accompagnement des humains. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? C'est Claudine qui a la main levée. Il y a quelqu'un? Ah oui, Madame Claudine. Oui. Vous êtes mutée. Vous êtes encore... vous êtes mutée. C'est en bas normalement. Est-ce que c'est parfait? C'est parfait. C'est parfait. OK. Donc, la semaine passée, j'ai lu le livre de Nicole, me semble que c'est Nicole Bordelot. Ouais. Tout passe. Elle parlait d'impermanence. Donc, je trouve que c'est un complément. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est quoi le nom encore de le livre que vous parlerez? Tout passe. Tout est OUT, passe. Okay. Merci. Colette Portelance est une dame qui a beaucoup apporté à la psychothérapie au Québec. Son école qui a développé le sigle TRA, thérapeute en relation d'aide, qui est très présente dans l'écosystème du Québec de la relation d'aide. Donc, je n'ai pas lu le livre, mais je suis certain que c'est assez profond. Là. Merci beaucoup, Claudine. De rien. J'ai un commentaire. Oui, ça c'est de M. Chorteau. Oui, notre passé est rempli d'exemples où des croyances sont utilisées pour contrôler les citoyens et organiser des gouvernements. Merci d'avoir présenté tout ça. C'est bien, merci. Merci. J'ai parlé de la thérapie cognitive comportementale. J'aurais aussi pu parler de la programmation neurolinguistique qui se spécialise justement dans le travail des croyances. C'est vraiment au cœur de cette thérapie brève aussi. Donc, la NLP ou la PNL en français, c'est une approche à court terme, brève, orientée vers le client, puis qui travaille beaucoup les croyances. Une approche intéressante. Elle a ses limites selon moi, mais qui est néanmoins très intéressante. Est-ce qu'il y a des autres questions, commentaires? Non. Non, c'est bien, tout le monde. Je ne veux pas garder le monde inutilement s'il n'y a pas des choses à partager. Donc, j'aimerais, de Madame Claude Jachard,
Je me demande comment les personnes parmi nous qui souffrent de la SLA ont trouvé les infos. C'est une bonne question, Madame Jaja. Donc, je veux lancer ça à nos gens qui vivent avec la maladie. Est-ce que ce type de conférence est quelque chose que vous trouvez bien, intéressante? Merci beaucoup de Madame Palarty. Pour les autres, peut-être vous êtes en train d'utiliser le clavardage, mais s'il vous plaît, envoyez-moi des courriels aussi à vos pensées d'une conférence comme telle. C'est un petit changement de nos conférences, mais c'est un grand plaisir d'avoir une autre perspective. Et merci beaucoup de Mme Palarty. Merci beaucoup. Ça nous fait réfléchir beaucoup de M. Chantal. Merci, j'apprécie ça. S'il n'y a pas des autres commentaires des autres... moi, j'en aurais un petit, Kate. Oui, d'accord. Moi personnellement, très belle conférence, félicitations. Le changement dans cet aspect-là, c'est un peu plus difficile. Moi qui est atteint, mettons que ma vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui, c'est. Puis nous autres, atteindre la CLA, c'est au jour le jour, on pourrait dire, même. Le changement est difficile, mettons. Autant émotionnel que spirituel. En tout cas, moi, je me concentre sur le positif au lieu du négatif, parce que sinon, on s'en va plus par en bas. Ça. Puis félicitations pour la conférence. Merci beaucoup, M. Lapointe. Bien apprécié. Merci beaucoup. C'est bien. Est-ce que dernier appel pour un autre commentaire? Tout le monde est bien? Moi, Kate, de mon côté, c'est ça, je voulais juste appuyer sur ce qu'Éric vient de mentionner parce que j'aimerais avoir l'avis de Benoît là-dessus sur ce type de changement parce que c'est sûr qu'avec les maladies neurodégénératives, ça apporte beaucoup. La maladie peut imposer le changement à ce niveau. Donc, je ne sais pas si Benoît, au niveau de l'accompagnement, tout ce qui est un peu de l'incertitude, si on peut entendre votre avis là-dessus. Oui. C'est une vaste question. Hein? D'abord, merci, Éric, pour la générosité de ton commentaire. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Je pense qu'Éric a mis sur la table quelque chose d'intéressant, de regarder les éléments au jour le jour. C'est une bonne première chose à faire. Ensuite, les groupes de support, de soutien, d'entraide comme celui-ci, qui vivent malgré l'éloignement de la COVID, ce que ça apporte, ce n'est pas un élément de comparaison nécessairement. C'est un élément de perspective différent. C'est que je vais voir, quand je vais échanger avec des gens qui vivent la même chose que moi, d'abord, il y a un élément de compréhension que peu de gens ont. J'ai aucune idée de ce que vous vivez. Je n'ai pas la prétention de comprendre ce que vous vivez. J'entends, je ressens, je peux constater si on se parle pendant un petit bout de temps, mais je ne peux pas, comme vous, entre vous, vous comprendre dans mes tripes, comme le groupe de soutien peut le faire. Lorsqu'on regarde les choses et qu'on les décortique dans un plus petit horizon de temps, chaque jour, à chaque semaine, ou à chaque projet, ou à chaque élément de vie qu'on peut encapsuler comme un bloc Lego, règle générale, ça diminue l'anxiété. Règle générale, ça nous permet de nous concentrer sur des choses qui sont peut-être un peu plus accessibles, un peu moins floues. Et la perspective qu'on va acquérir, on va l'avoir à travers différents moyens. Ce groupe-ci, qui est formidable, des thérapeutes, le temps, parfois, les choses évoluent. Pour reprendre ce que Mme Claudine disait tantôt du titre de Colette Portalance, tout passe. Il y a un élément de vérité là-dedans. Donc, c'est différentes facettes. Puis ensuite, dans une relation un peu plus thérapeutique, qui n'est pas du tout mon univers à moi, il y aurait lieu d'explorer différentes clés de compréhension de vous,
de comment vous interprétez, vivez les choses, puis vous donnez la clé à vos forces à vous. Mais ça dépasse de loin mes compétences de coach. Donc, c'est certains éléments, évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question extrêmement complexe, mais j'ai des bribes de réponse. Merci beaucoup. Mario, je vais donner la parole en juste 2 secondes. J'aimerais juste lire le commentaire de M. Chotal, qui, je crois, est très pertinent. Oui, on n'a pas de choix que d'être positif. Je crois que ça, c'est très fort comme pensée, M. Chotal. Oui, Mario. Bonjour. Bonjour, je suis arrivé un peu en retard. Bravo, M. Desgroseilliers. Il y a bien des gens qui pensent qu'ils savent ou comprennent ce qu'on vit. D'admettre que vous n'avez pas ça parce que vous n'avez pas la maladie, c'est déjà beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup les gens qui vont avoir cette franchise-là. Écoutez, nous, je regarde, c'est sûr qu'il faut être positif, tout ça, mais des fois, dans un commerce, tu penses que tu vas améliorer les choses en travaillant puis en poussant. Nous autres, on sait que les choses ne s'amélioreront pas. Et donc, comme Éric l'a mentionné, il faut vivre au jour le jour avec nos petits deuils à chaque jour, à chaque semaine. Mais vous avez raison que ce genre de conférence-là fait du bien, de rencontrer des gens avec qui on vit dans un sens un peu, ceux qui ont la maladie et ceux qui nous appuient, je pense à Kate, à Claudine et les autres, ça nous aide à avancer. Parce qu'il faut avancer. On peut pas juste s'asseoir et attendre qu'il y ait une finalité. Donc, on essaie d'avancer. Et je trouve que c'est vraiment très bien ce que vous faites. Puis ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup, Mario. J'apprécie beaucoup. Merci. Éric, vous avez levé la main. Je reviens un peu sur la conférence. Et, à un moment donné, tu parlais de perspective. Je pense, moi, ma vie s'améliore. Je change de perspective. Au lieu de dire, j'ai de la misère à ouvrir mon sac de chips, je vois j'ai trouvé une façon d'ouvrir mon sac de chips. Je me crée des victoires moi-même. Donc, mon estime de moi, personnellement, est meilleure de jour en jour. Ben, pas de jour en jour, mais je le vois de même, en tout cas. C'est dur à expliquer. C'est ça. C'est inspirant. Puis j'aimerais peut-être juste, si tu permets, Kate, prendre peut-être 35 secondes, 45 secondes. Il faut faire attention un peu, puis je vous mets ça comme un élément d'observation sur la table. Il ne faut pas s'enfermer nécessairement toujours dans un positivisme absolu 24/7. Vous vivez des choses extraordinairement complexes et difficiles. Il faut qu'il y ait un espace pour ça aussi. Cette capacité que tu as, Éric, que tu nous as partagée avec générosité de reconstruire ton quotidien, redéfinir ta vision des choses est extraordinaire. Néanmoins, s'il y a une mauvaise journée ou une mauvaise heure dans une journée, de pouvoir nommer cette chose-là, lui donner un nom, bien, ça lui permet d'exister, ça nous permet ensuite de le mettre de côté pour se concentrer vers ce qui est positif. Il y a cette croyance des fois que lorsqu'on voit systématiquement tout positivement, tout va toujours bien, ou que la pensée positive est une prison de positivité. La pensée positive, c'est de prioriser, exactement comme tu l'as si bien dit, les choses qu'on apprend, l'angle positif, mais il ne faut pas non plus taire les émotions un peu plus difficiles parce qu'ils font partie de nous. Donc, il faut les nommer, les observer, puis pouvoir leur laisser une place. Il ne faut pas juste les mettre dans le placard puis fermer ça à double tour. Ça fait partie de ce qu'on est. J'ai pris plus que 45 secondes. Merci beaucoup. Ça m'a donné le temps pour faire mon nez. Merci. Teamwork. Oui, teamwork, dans le sens là. J'ai vraiment, vraiment apprécié ces échanges, les conférences. Je crois que
cette notion de les changements qui peuvent être positifs, mais que nous avons aussi une tendance de battre contre ça, de faire les vagues avec. Toutes ces choses, je crois, c'est bien. Ça va aider nous tous dans nos quotidiens quand nous pensons de ça. Comme Laurence avait dit que le changement, c'est pas ça qui crée l'anxiété, mais plutôt notre peur de faire mal. Ça, c'est intéressant aussi, quelque chose à rappeler. Donc, je crois que toutes les choses que vous avez partagées avec nous ce matin, Benoît, va donner des réflexions pendant nos journées, au moins pour cette semaine. Et peut-être nous aurions un rappel plus tard dans l'année. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, j'aimerais s'apprendre de la pluie et du soleil. Vous avez raison, Eric, les fleurs s'en vont, ne commencent pas sans toutes ces choses-là. Donc, je veux féliciter Benoît pour une très belle conférence et je veux remercier tout le monde pour votre présence aujourd'hui et à la prochaine. Donc, merci. Merci. Un gros merci tout le monde. Merci. Bientôt. Bye.